chauffe, qui n'a pas de toit, qui n'a pas de couverture, puisque c'est creusé dans la falaise. Dans un premier temps, on va accéder à un premier poste de garde avec cette caponnière, c'est-à-dire cette plaque blindée qui comporte deux ouvertures, une pour la visée et le deuxième pour le passage d'une arme. En fait, l'ouvrage comporte deux entrées avec deux postes de garde à haut niveau et un troisième poste de garde au niveau de l'arme. Dans un premier temps, les gens d'une certaine hauteur baisseront la tête pour ce passage et ensuite ça passe correctement. On y va. Alors voilà cette caponnière. Cette pièce où étaient situés les 6 hommes qui assuraient la garde des deux entrées. Nous avons reconstitué cette chambrée grâce au sponsoring du restaurateur La Calypso. Vous avez ces lits qui bien sûr se rabattaient dans la journée. Vous avez l'armoire pour l'habillement. Et ici vous avez le râtelier pour les armes. Ici vous avez les brocs. Ça peut paraître banal de vous parler des brocs, mais ce sont des brocs avec le sigle de l'armée allemande. On avance. Et là, vous allez vous répartir. Il y a des fois, on t'attend plus, ça repart. Là, vous avez des chambrées qui étaient destinées à 3 hommes. Voyez-vous le positionnement des lits. Là, au sol, vous avez des traces de chaussures à clous. On ne les voit pas bien à cet endroit-là, parce que il faut se rappeler qu'à l'époque, le cuir était un matériau très difficile à trouver et que pour ressemeler les souliers vernis de 1940, on les ressemelait sur des semelles en bois. Et pour que ces semelles en bois s'usent moins vite, on les garnissait soit de clous, soit de bandes de caoutchouc. Alors ici, vous allez voir les traces de chaussures à clous, voyez-vous. Et là, vous avez une chambrée qui est destinée à 3 hommes. Vous avez les vestiges de nos tuyaux de ventilation que vous pouvez voir. Et là, vous avez cette lanterne qui est accrochée à un support de tuyaux qui permettait d'envoyer au fond de la pièce de l'air purifié. Chaque pièce avait son raccordement téléphonique, ce qui fait que les hommes étaient prévenus individuellement pour la prise de garde ou de surveillance. Et vous pouvez voir qu'il y a des différences de peinture sur les murs. Nous avons une personne qui est un collectionneur qui a récupéré dans tous les bocaux tous les superbes dessins qui ont été réalisés à cette époque. Les superbes dessins qui permettaient d'agrémenter, puisque en fait, vraisemblablement, il devait mettre des tentures de toile et sur lesquelles il faisait des dessins. Personnellement, j'ai un souvenir d'Algérie. C'est qu'on avait un copain qui était un super dessinateur, et à l'endroit où on allait boire notre bière, il nous avait peint, grandeur nature, une superbe vaillée avec derrière, en arrière-plan un superbe cocotier, ce qui fait qu'en allant boire notre bière, on pouvait toujours rêver au vaillé. Et là, c'était tout ce que nous pouvions faire, sinon on allait se promener à Sidi-Bel-Abbès dans les rues pas très, toujours très renommées. Bon, enfin bref, c'est le passé, on y reviendra. Donc dans cette pièce, vous avez le râtelier pour les armes, bien sûr, et puis les gens pouvaient vivre relativement bien dans ces conditions. Bon, ici encore des chaussures à clous. Là, vous avez une pièce qui vraisemblablement a été garnie d'étagères. On peut voir les traces sur les murs. Et là, sur les briques, vous avez des traces de craie. Voyez-vous, cette personne était venue travailler 4 jours. Quelque temps après, elle était revenue travailler 4 jours. Il y avait une rotation dans les ouvrages de façon à ce que les travaux ne soient pas divulgués. Néanmoins, il y avait des fuites, bien sûr, mais c'était une façon de réduire de dévoiler tout ce qui était en construction. Alors voilà une pièce qui est inachevée, où les plafonds n'ont pas été réalisés.
mais on voit bien les strates de silex qu'il y a dans la craie, ce qui explique que l'effondrement des falaises produit des galets, ce qui fait que sur nos côtes, nous avons beaucoup de galets et que malheureusement ces galets en partie comblent la baie de Somme. Parce qu'il faut savoir que la baie de Somme, non seulement elles sont sables, mais les plages de Cailleux et de Hourdel maintenant sont remplies de galets. Et le phénomène que nous avons toujours eu au Tréport, c'est que les galets, avec les courants dominants qui viennent d'ouest, les galets tournent au bout du phare, ce qui nous contraint à l'extraire, puisque une partie du canal serait obstruée. Alors, dans cette pièce se situaient les 3 ventilateurs qui assuraient la ventilation de cette partie de l'ouvrage. L'air extérieur arrivait par cette très grosse canalisation. Il était donc traité dans les filtres, refoulé par le ventilateur dans cette deuxième canalisation qui, elle, distribuait l'air purifié de part et d'autre du couloir dans toutes les pièces. Et j'ai une plaisanterie d'un de mes collègues qui consiste à vous demander pourquoi on appelle ça des tuyaux belges. Vous n'êtes pas obligé de rire de la plaisanterie. Vous ne voyez pas pourquoi on les appelle les tuyaux belges, non? Parce qu'ils s'effritent? Exact. Ah, vous avez gagné un tour dans le... Voilà une brique de récupération du Trianon, voyez-vous. Alors là, voilà des chambrées individuelles, sous-officiers et officiers. Et là, vous avez la deuxième citerne à eau, cette citerne à eau qui fait 6 mètres cubes, avec le trop-plein, le robinet de puisage et la vidange qui s'évacue par cette canalisation. Et là, vous rentrez dans cette pièce, s'il vous plaît. Et les Allemands, à la Libération, n'avaient qu'une hâte, c'était de quitter les lieux au plus vite, donc on n'a pas retrouvé de plan de l'ouvrage. Ce qui fait que beaucoup de pièces nous interpellent sur leur utilisation, en particulier celle-ci, parce qu'elle est équipée de tuyaux en terre cuite qui vraisemblablement étaient destinés soit aux cuisines, soit aux sanitaires. Bref. Parce que ces tuyaux en terre cuite qui n'ont jamais été utilisés débouchent à l'extérieur et suivant le positionnement des vents, on sent l'air arriver. Alors si c'était pour les cuisines, l'évacuation, avec derrière cette pièce pour le stockage de la nourriture, tout ça c'est un petit peu des suppositions. Toujours les évacuations motorisées, toujours la ventilation, et là on voit la régulation des voûtes. Les murs étant montés jusqu'à une certaine hauteur, ils positionnaient un coffrage en bois, les briques étaient posées par le dessus, et un petit peu plus loin, vous verrez un trou dans la voûte, et vous verrez l'espace dont disposaient les gens à l'époque pour travailler, parce qu'il n'y avait pas de genouillère, et malheureusement, ils ne pouvaient travailler qu'à genoux. Donc les briques étaient posées par le dessus, il coulait un ciment suffisamment liquide pour assurer un bon jointoiement que vous pouvez voir, et ensuite, pour rigidifier le tout, le ciment était recoulé par-dessus pour bien assurer la rigidité de la brique. Alors, je vous ai parlé d'un canon. Voilà ce canon qui se situe dans une pièce entièrement briquetée, avec à l'époque, ici, une boulotte qui permettait l'évacuation des milieux vides. Et quand nous avons nettoyé cette pièce, et bien, dans cette boulotte, nous avons retrouvé 9 obus, dont un qui était équipé de sa fusée explosive. On sait d'une façon assez précise que les troupes de libération avaient pour but de neutraliser les pièces d'artillerie. Peut-être les Canadiens n'ont peut-être pas eu le temps de le faire, mais enfin, toujours est-il qu'on a toujours notre canon. Et comme je vous le disais, il s'est produit ici, à cet endroit, un effondrement de la voûte. Et ce qu'il faut que l'on arrive à faire, c'est un boisage de mine pour sécuriser le passage. Alors, soi-disant que les crédits sont votés, on attend donc que ce canon qui a été monté par les Allemands par la falaise était équipé de roues en bois, mais comme je vous l'ai dit, un tréporté avait besoin de faire une charrette
Il a récupéré les roues en bois. Excusez, mais les photos se dégradent. Vous avez l'hôtel qui avait été réalisé, comme je vous l'ai dit, par un consortium anglais. C'était un hôtel de très grand standing pour l'époque, avec déjà le chauffage central, le modernisme de l'époque, bien sûr, qui comportait 225 chambres. Voilà toute la surface du Tréport Terrasse, qui à l'époque était occupée par des baraquements, des tentes, pour soigner tous les blessés. Voilà le dynamitage de l'hôtel en janvier 1943. Différentes photos. Là, c'est la démolition de l'immeuble dont je vous ai parlé. Et là, vous avez, croyez-moi, je n'ai pas d'action dans la maison, mais c'était l'ancienne maison de mes parents. Là, vous avez le homard bleu. À l'origine, le homard bleu, qui s'appelait à l'époque le Café Bleu, ne comportait que cette bâtisse. Et ensuite, le restant, ça appartenait à mes parents. En 1981, nous avons négocié notre départ. Sur ces photos, vous avez des phénomènes de condensation, comme vous pouvez voir. Des photos de propagande, là le bottier, là les gars en train de jouer les cartes avec la photo du Führer, bien sûr. Là on écrit à madame, et là toujours des photos de propagande qui représentent le croisement à la pelle, à la pioche, à la brouette, et là vous avez accédé à ce poste d'observation. Le coteau étant dégagé de toute végétation, ça permettait d'avoir un champ de vision à 180 degrés sur toute l'entrée de la vallée. Alors les photos de croisement à la pelle à pioche, de confectionnement de galeries en briques. Là, un exercice de tir sur la mer. Là, vous avez le général Rommel qui est venu 4 fois sur le secteur. Là, voilà un homme avec son télémètre pour donner une correction de tir. Ici, vous avez une batterie anti-aérienne. Ici, vous avez ce petit canon anti-char. Et là, vous avez des Allemands en train de régler les projecteurs. Il faut savoir qu'à l'époque, Siemens avait conçu des projecteurs de 65 jusqu'à 1,50 m de diamètre. Autrement dit, l'avion qui était pris dans le faisceau, il avait intérêt à décrocher vite fait. On va accéder maintenant dans la partie cantonnement, c'est-à-dire la partie où étaient logés les hommes. Dans la première partie du couloir, vous avez 6 lits qui, bien sûr, se rabattaient dans la journée. Et dans l'autre partie du couloir, vous avez 9 lits qui étaient destinés au logement des hommes. Ici, vous avez Dieppe, secteur 14, numéro d'ouvrage 117. Il faut savoir que les Allemands avaient une nomenclature de tous les ouvrages, ce qui fait que si vous rencontriez un R630 à Dunkerque et un autre sur la côte espagnole, c'était systématiquement les mêmes dimensions. Et à partir de là, on savait à quelle distance d'une extrémité se trouvait la porte d'entrée. Sur ce panneau, vous avez, dans la rue parallèle à celle que vous avez accédée, c'est-à-dire la rue du Foyer, vous aviez un canon de 100 mm ici. Et je me rappelle qu'à l'époque, étant gamin, nous allions jouer sur ce canon, parce qu'il était encore mobile. Là, sur cette photo, vous avez la reconstruction dans les années 54 de l'Esplanade. C'est une des premières choses qui a été construite. Le casino d'avant-guerre avait été dynamité par les Allemands, toujours dans le souci que les pièces d'artillerie de la rue du Foyer et du Calbuon puissent atteindre le port. Ici avait été reconstruit un casino provisoire qui comportait 2 bâtiments, un en dur et un baraquement. Et ce baraquement a une histoire, puisqu'il a été ramené de Londres à Dieppe par bateau, et ensuite d'autres ports. Et ce baraquement à Londres, eh bien, il servait de centre de recrutement pour les volontaires qui s'engageaient dans l'armée française de libération. Quand les Allemands ont débouché au canon, eh bien, ils ont renvoyé les gravats à l'extérieur. Et quand vous êtes au forum, vous avez une rue qui vous donne accès au pied de la falaise, et à mi-hauteur, vous pouvez voir les grilles du canon. Ici, vous avez le bout de la plage du Tréport avec le fossé anti-char, et là, derrière les voitures publiques que vous avez actuellement, eh bien, se situait ce blocos. Et dans ce blocos, il restait des caisses d'obus de mortier, et les obus de mortier sont propulsés comme avec une cartouche de chasse. Et comme mon père chasseur n'avait plus de poudre de thé pour mettre dans ses cartouches, eh bien, on est allé récupérer ces cartouches qui étaient équipées d'une poudre noire, donc avec un pouvoir de propulsion beaucoup plus important. Donc seulement ça faisait de la fumée, mais il fallait réduire la portion dans les éprouvettes.
Ici, vous avez un appareil de chauffage qui a été très employé dans tous les blocos, parce que bien souvent, tous les blocos étaient équipés d'un appareil de chauffage. Ici, vous avez à eux la rue de Verdun, avec en arrière-plan la collégiale de eux. Ici, vous avez la plage de Kriegel, avec les défenses pour empêcher les bateaux d'accoster. Les Allemands avaient conçu plusieurs systèmes. Sur les plages du nord de la France, ils avaient conçu ce qu'ils appelaient les barrières belges, des grandes barrières métalliques qui faisaient 3 mètres de large, qui étaient montées sur des rouleaux, dont on a un spécimen. Ils avaient conçu ce qu'ils appelaient les hérissons de chèque, ça vous verrez les photos dans la pièce à côté, et aussi ce qu'ils appelaient un casse-noix. Le casse-noix, ça consistait à couler dans un bloc de béton un obus, et de positionner sur la fusée de cet obus un rail, et de fait, un bateau heurtant le rail faisait systématiquement exploser l'obus. Ici, tout en bas, à droite, eh bien, vous avez un poste d'observation qui est tombé de la falaise de Ménival. Il faut savoir qu'avec l'érosion des falaises, eh bien, beaucoup de blocos tombent là-dessus. De la plage de Mers avec en arrière-plan les falaises du Tréport et l'hôtel du Trianon qui n'avait pas encore été dynamité. Voilà la plage de Mers avec les fameux hérissons de chèque, un autre modèle de défense. Là, ici, des barbelés avec bien sûr des champs de mine dedans. Et là, vous avez cet immeuble qui existe toujours. Et pendant la guerre de 14-18, il a eu une dénomination un petit peu cocasse, c'est-à-dire que les blessés qui étaient presque en état de reprendre les armes venaient faire un stage dans cet immeuble qui, à l'époque, avait été baptisé l'hôtel des Éclopés. Et alors, ce blocos, ça a été le premier ouvrage réalisé par les Allemands. Ils barraient l'accès au bassin avec ce mur anti-char, bien sûr. Et vous voyez que les Allemands avaient le sens de la simulation puisqu'ils peignaient sur les ouvrages des fausses fenêtres et des fausses portes. C'était un blocos qui recevait une mitrailleuse lourde, pas de canon. Ici, voilà la même photo avec un équipage hippomobile. Et ici, vous avez la photo du port du Tréport qui, bien sûr, était ceinturé par un réseau de barbelés, ce qui fait que les marins-pêcheurs ne pouvaient sortir en mer qu'accompagnés d'un militaire, parce que les Allemands craignaient les évasions par la mer. Donc, c'était bien barricadé. Vous avez ici un blocos qui se situait à l'époque en face du restaurant de Saint-Denis. Je n'ai pas d'action dans la maison, mais c'est pour mieux le situer. Et dans ce blocos, à la Libération, il restait des caisses de grenades à manche. Je me rappelle qu'avec mon père et les copains, on allait à la pêche à la grenade derrière la poissonnerie. On n'a pas fait ça longtemps, mais nous, les gamins, avec des cagettes, on venait faire échouer les poissons sur les galets. Entre la poissonnerie actuelle et le restant des habitations, cet immeuble-là avait été dynamité par les Allemands, toujours dans le souci que les pièces d'artillerie puissent atteindre l'entrée du port. Eh bien, il y avait un mur anti-char qui barrait l'accès à la plage. Et le jour de la libération, la seule victime qu'il y ait eu au Tréport, c'est un fanfaron tréportais qui a dit aux Canadiens « Suivez-moi, je sais où il faut passer ». Il a sauté par-dessus le mur, pas de joie, mais sur une mine, et ça a été la seule victime. Un souvenir qui m'a été rapporté par mes parents, parce que j'étais quand même relativement jeune à cette époque, c'est qu'à marée haute, les Allemands tendaient à un filet anti-sous-marin entre les deux jetées. Ce filet anti-sous-marin était bien sûr garni de mines, et un jour d'orage, la foudre est tombée sur ce barrage et a fait sauter toute l'extrémité de l'HTS. Et si vous allez au moule la mer, enfin on ne voit plus au moule, mais si vous vous promenez, on peut encore voir les vestiges des pilotis qui supportaient l'extrémité de cette jetée. Ici, vous avez un blocos qui existe toujours, qui se situe au départ de la route de Dieppe. C'est un blocos à 2 niveaux, avec une entrée au niveau du sol et une deuxième entrée par la propriété au-dessus. Ce blocos comporte 2 postes de tir, un ici qui recevait une mitrailleuse, qui est dirigée sur la gare du Tréport, et l'autre en façade ici, qui recevait un canon Skoda de 47 mm. Ce canon Skoda, il avait une particularité, c'est qu'il est monté sur une rotule, ce qui fait que le servant, à lui seul, pouvait l'actionner de haut en bas et de droite à gauche.
Ça, c'est le canon qui se situait rue du Foyer, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'était un poste d'observation allemand. Voilà le phare du Tréport anti-camouflage dans cette période. Et là, les Allemands n'ont pas détruit les maisons de la rue de la Rade et de la rue Pasteur, mais ils ont arasé les toits, toujours dans le souci que les pièces d'artillerie puissent atteindre l'entrée du port. Voilà une embase de radar. Les Allemands avaient 2 embases de radar au Tréport. Voyez-vous, c'était d'une construction en briques qui pouvait être confondue avec une construction civile, si vous voulez. Et c'était des radars de moyenne puissance, puisque les distances des côtes anglaises étaient de 120 km. Les Allemands avaient conçu à l'époque, puisque c'était quand même le début des radars, et la détection se faisait uniquement par acoustique. Donc les Allemands avaient conçu une batterie de 4 grands entonnoirs qui, eux, avaient pour but de détecter le bruit des moteurs d'avions et de bateaux qui partaient dans le terre. Ici, vous avez la photo du bout de la plage du Tréport. Une partie des villas avait été dynamitée par les Allemands, et dans ces villas, qui communiquaient d'un bout à l'autre, eh bien, elles étaient équipées à toutes les issues d'un poste de tir, et là, vous avez une casemate avec un mur anti-char qui barrait l'accès à la gare basse du véhicule. C'est bon? Je garde mes notes parce que c'est mes premières visites, donc je ne veux rien oublier. Alors, donc ici, on est sur le poste de télémétrie. On est à 78 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc on est le plus haut possible. Donc ici, il y a le poste de télémétrie, mais il y a aussi également une sortie de secours. Donc je vous montrerai après comment ils faisaient pour évacuer à ce moment-là. Donc, je pense que tout le monde passera après de l'autre côté. Donc en fait, il y a une vue donc à 180 degrés. Et donc on part du Tréport, donc on voit eux jusque Cailleux. Sauf que malheureusement, c'est une propriété privée. La nature a repris ses droits. Donc on peut apercevoir légèrement la mer, mais il y a les arbres malheureusement qui cachent tout. Donc vous verrez également qu'il y a un tube juste devant. Il y avait des jumelles sur socle, donc qui avaient vu sur tout. Et sur les côtés, vous verrez également, en fait, maintenant ça reste des trous, où en fait c'était toute la partie en fait, qui passait pour la communication. En fait, ils sortaient les antennes et ils les rentraient, donc il y a toujours les trous qui sont apparents donc de chaque côté. Qu'est-ce que je voulais pas donc voilà, le socle, donc c'était vraiment pour ajuster donc le tir des mortiers. En fait, ils étaient en rapport directement avec le port. En fait. Donc ils étaient vraiment en relation entre les deux. Ici, donc il y a aussi toute la partie en fait ventilation qui était aussi bien électrique que manuelle en cas de panne électrique. Donc on a le levier qui est ici. Il l'a activé. Donc cette première partie, en fait, c'était toute la partie poussière. Là, il y avait un filtre à l'intérieur, donc pour le, en fait, qui filtrait le gaz, l'arsine. Donc, j'ai cherché parce que je me suis posé la question. Donc, c'était en fait comme de l'arsenic, en fait. Et là, la dernière partie, c'est pareil, c'était partie poussière. Donc là, c'était vraiment où ça se faisait électriquement, donc on peut voir encore les attaches électriques, ou après voilà la partie manuelle quand ça tombe en panne. Donc là au socle vous pouvez voir, pour ceux qui peuvent, en fait c'est un filtre de rechange. Donc il y a aussi voilà la partie aussi chauffage, tout se faisait ici. Il faut savoir que les murs, donc, pour se donner une ordre d'idée, ils font 2 mètres. 2 mètres.
et le plafond, il y a 1,70 m de plafond. Sachant que le plafond, ils ont mis de la ferraille à l'intérieur, parce qu'avec en fait, les impacts de mortier, tout ça, en fait, le plafond bougeait. Et ils se sont rendus compte que ça s'effritait et il y avait un risque du coup d'éboulement. Et donc du coup, ils ont rajouté également cette partie métallique qui mesure 8 mm pour être sûr que tout soit bien consolidé. La sortie de rentrée, donc là, c'est ce qu'ils appellent des IPN. Donc, ils passent, ils cassaient le mur en briques. Donc on voit au fond. Derrière, c'est plein de gravats. Ils évacuaient tous les gravats. Donc ils remettaient tout ici. Ils passaient. Il y a donc une échelle. Donc on peut voir. Alors on voit souvent dans certains blocos vraiment le système métallique. Et les IPN, en fait, il est retourné. Parce que bon, là, quand on les sort dans ce sens-là, ça va. Mais si quelqu'un veut passer et qu'ils sont dans l'autre sens, c'est beaucoup moins pratique. Donc voilà. Donc ça permettait de ressortir vraiment par le de transmission radiophonique, téléphonique. Vous pouvez voir l'importance des cheminements de câbles, la fixation des appareils. Et la seule chose que les ferrailleurs nous ont laissé, voyez-vous, ce sont les barrettes de mise à la terre des appareils. Autrement dit, toutes les portes blindées avaient été récupérées par les ferrailleurs. Et les portes que vous allez franchir, eh bien, c'est que des portes que nous avons récupérées dans d'autres blocos. Ici, vous avez un télémètre français qui permettait aux porteurs de donner des corrections de tir au plus d'infos sur le secteur. Ici, vous avez une caisse de grenades à manche. Là, vous avez des hybrides de mines antimagnétiques. Les Allemands avaient été les premiers à concevoir des mines indétectables, donc en aluminium. Ici, vous avez des mascalades, et il faut savoir qu'à l'époque, les communes étaient aussi astreintes à fournir à la population civile les mascalades qui se portaient, qui pouvaient être aussi visibles pour les civils que pour les militaires. Là, ça n'a rien à voir, mais ici, vous avez les boucliers individuels de la guerre de 4 ans. Vous allez reprendre le cours, vous remarquerez dans les marques des forces de peinture blanche, ce qui fait que s'il y avait eu une rupture électrique, eh bien, il y avait quand même un certain repérage dans les marches. Vous allez rentrer dans la pièce à gauche. Il y a une débilité au niveau du sol, qui justifie la présence d'un parquet, bien sûr. Et cette pièce, bien sûr, était destinée aux officiers. Alors ici, vous avez les vestiges de notre tuyau de ventilation, avec bien sûr la platine qui recevait le ventilateur, qui renvoyait dans la pièce à côté de l'air purifié. Ici, vous avez les évacuations des eaux usées. Il faut savoir que Hitler avait programmé de rester 1000 ans sur le secteur. Ici, aujourd'hui, on évacue les eaux usées avec des tuyaux en PVC 200. Vous pouvez voir la dimension des tuyaux. Il n'y avait pas de danger que ça se bouge sur les 3 mètres qui nous séparent de la canalisation principale. Ne croyez pas que nous soyons là pour faire l'apologie du régime nazi. Ce n'est pas du tout notre but. Le but, c'est plutôt de rendre hommage à nos parents et grands-parents qui ont travaillé à cette époque pour les Allemands. Bien sûr, beaucoup d'usines étant fermées, pour assurer la subsistance du foyer, il fallait bien travailler. Néanmoins, dans des entreprises françaises, mais voilà,
Donc nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du régime nazi, mais pour rendre hommage à ces personnes qui ont travaillé dur pendant cette période. Donc, vous allez Messieurs, dames, la visite se termine. Vous avez à la sortie un livre sur lequel vous pouvez marquer vos annotations. Nous acceptons les reproches, mais essentiellement les conseils, de façon à faire évoluer l'ouvrage et d'améliorer les consignations de visite pour les visiteurs. Si vous êtes intéressé et que vous arrivez à reconstituer un groupe au minimum de 5 personnes, vous vous adressez à l'office de tourisme et on fait des visites à la demande. J'espère que la visite vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Et donc, nous ne demandons pas de droit d'entrée, même si vous venez par la suite sur rendez-vous. Nous ne demandons pas d'entrée, de droit de visite. Mais nous laissons à nos visiteurs le soin de faire un don en fonction de l'appréciation qu'ils ont de la visite. S'ils ont apprécié, nous leur disons merci. Et s'ils n'ont pas apprécié, ce qui est parfaitement leur droit, nous leur disons simplement au revoir. Messieurs, dames, peut-être aurai-je le plaisir de vous voir une nouvelle fois dans l'ouvrage. C'est par ici la sortie. Merci.